Bonjour à tous. À travers différentes vidéos, nous avons vu comment est-ce que les cellules pouvaient récupérer l'énergie de molécules comme le glucose ou les acides gras pour former de l'ATP. Or, pour chacune de ces voies, la production d'ATP n'est pas si grande que cela. Par exemple, lors de la glycolyse ou du cycle de Krebs, c'est seulement 2 molécules d'ATP par mol de glucose grâce à la phosphorylation au niveau du substrat. Par contre, on a pu voir que la cellule produisait de grandes quantités de pouvoir réducteur sous la forme de NADH+, et FADH2. Mais que devient tout ce pouvoir réducteur dans la cellule eucaryote? C'est ce que je vous propose maintenant. Récapitulons ensemble les différentes origines du pouvoir réducteur dans la cellule. Faisons-le pour le cas d'une molécule de glucose. La glycolyse se réalise dans le cytosol et son rendement net est de 2 pyruvate, 2 ATP et 2 NADH+. Le cycle de Krebs se réalise quant à lui dans la matrice mitochondriale et possède un rendement de 2 ATP, 8 NADH+, et 2 FADH2. Pour la bêta-oxydation, c'est à partir d'acides gras et pas de glucose qu'elle se réalise. Sa localisation est dans la matrice mitochondriale également. Elle produit une certaine quantité d'acétyl-CoA qui intégrera le cycle de Krebs, mais aussi elle produit du NADH et du FADH2. Alors vous voyez que tout le pouvoir réducteur se trouve soit dans le cytosol, soit dans la matrice mitochondriale. Or, chez les eucaryotes, il existe un processus de conversion du pouvoir réducteur en ATP qui se réalise dans les mitochondries. Comment se fait le transfert de ce pouvoir réducteur du cytosol à la matrice mitochondriale? Allez, zoomons ensemble au niveau de l'enveloppe mitochondriale. La membrane externe possède de nombreuses porines permettant le passage de coenzymes réduits. En revanche, la membrane interne est assez imperméable, ça ne passe pas. Nous allons voir qu'il existe, en fonction des organes, 2 grands systèmes de transport pour ces électrons. Par exemple, dans les cellules du foie, mais aussi du rein et des muscles cardiaques, les électrons du NADH cytosolique utilisent une navette appelée la navette malate-aspartate. Comment fonctionne ce transfert? Déjà, première chose à noter, c'est que cette navette est assez complexe, puisque quand on zoome dessus, on voit qu'elle implique 2 transporteurs, notés ici par les cercles bleus 1 et 2. Le NADH cytosolique est oxydé. Ces électrons sont d'abord cédés à l'oxaloacétate cytosolique, qui est réduit alors en malate, sous l'action d'une enzyme. Le malate formé traverse la membrane interne et entre dans la matrice mitochondriale par un antipore, malate alpha-cétoglutarate. Dans la matrice, le malate est oxydé en oxaloacétate et ses électrons sont transférés au NAD+, qui est réduit en NADH. L'oxaloacétate formé dans la matrice réagit avec du glutamate et forme de l'aspartate et de l'alpha-cétoglutarate. À ce moment-là, l'aspartate sort de la matrice mitochondriale par l'antipore avec le glutamate. Dans le cytosol, cet aspartate permet, par réaction avec de l'alpha-cétoglutarate, de régénérer notre oxaloacétate du départ, ce qui permet de démarrer un nouveau cycle pour cette navette. Le NADH, dans la matrice, peut transférer directement ses électrons à la chaîne respiratoire de la membrane interne mitochondriale. Maintenant, si l'on prend d'autres organes comme les muscles striés squelettiques ou le cerveau, la navette est différente. Il s'agit d'une navette glycérol-phosphate. Notre NADH cytosolique réagit avec un dihydroxyacétone phosphate qui est alors réduit en glycérol 3-phosphate. Elle met en jeu une enzyme cytosolique qui catalyse le transfert des électrons du NADH, qui est oxydé en NAD+, au dihydroxyacétone phosphate qui est alors réduit en glycérol 3-phosphate. Ce glycérol 3-phosphate est réoxydé par une nouvelle enzyme qui se trouve au niveau de la membrane interne mitochondriale qui utilise comme coenzyme le FAD. Il se forme alors du FADH2 qui peut transférer ses électrons directement à la chaîne respiratoire de la membrane interne par l'intermédiaire de l'ubiquinone. On y revient dans un instant. Regardons maintenant un petit peu plus d'un point de vue énergétique. Alors pour cela, considérons l'enthalpie libre des réactions de transfert d'électrons le long des chaînes respiratoires. Les électrons passent des coenzymes réduits, donc je parle du NADH et du FADH2, jusqu'à l'oxygène moléculaire via la chaîne respiratoire et forment un processus qui libère beaucoup d'énergie. J'empiète un petit peu en parlant d'oxygène, mais vous verrez, on y reviendra dans un instant aussi. Alors pour le comprendre, regardons un petit peu plus en détail. Lorsque les électrons sont issus du NADH, la réaction d'oxydoréduction est la suivante. NADH+ plus 1 demi-O2 donne de l'eau, H2O, plus NAD+. Le potentiel d'électrode standard du couple NAD plus NADH, c'est en gros moins 0,315 volts. Et celui du couple O2H2O, c'est plus 0,815 volts. La variation du potentiel redox standard de la réaction globale, quand une paire d'électrons est échangée, est de, c'est 1,14 volts. On peut rapidement calculer la variation d'enthalpie libre standard,
qui existe lors d'un transfert d'électrons entre couples d'oxydoréduction selon la relation suivante. Delta G'0 est égal à moins petit n, grand F, multiplié par le delta E'0. Avec n correspondant au nombre d'électrons échangés, ce sera 2 en l'occurrence pour nous. F, c'est le nombre de Faraday en kilojoules par vol et par mol. Et le delta E, c'est la variation de potentiel redox standard en volts que l'on a calculé précédemment. Alors ça nous donne quoi, finalement, par rapport à notre exemple ici? Notre delta G'0 est égal à moins 2 fois 96,5 kJ par volt par mol, multiplié par 1,14, ça nous donne moins 220 kJ par mol de NADH oxydé. Donc ici, vous voyez que l'oxydation du pouvoir réducteur, notre NADH, et le transfert des électrons sur le dioxygène correspond globalement à une réaction spontanée et exergonique. Si l'on reprend la même démarche, cette fois-ci avec du FADH2, la réaction d'oxydoréduction est la suivante. FADH2 plus 1 demi-2 donne H2O plus FAD. Le potentiel d'électrons standard du couple FAD-FADH2 est de 0,03 volts. Celui de l'eau ne change pas. Donc au final, la variation de potentiel standard lorsqu'une paire d'électrons passe du FADH2 jusqu'à l'oxygène est donc de plus 0,845 volts. Et l'enthalpie libre standard de réaction est, le delta G, c'est égal à, directement, je passe le détail, c'est moins 163 kJ par mol. Ici aussi, on est dans le cas d'une réaction spontanée et exergonique. Le transfert d'énergie chimique des réactions d'oxydoréduction que l'on vient de voir, pour le NADH et le FADH2, se réalise au niveau de ce que l'on appelle la chaîne respiratoire, grâce à une série de transporteurs d'électrons. Ils sont tous situés dans la membrane interne de la mitochondrie. Alors ces transporteurs d'électrons sont constitués pour l'essentiel de protéines. Et les propriétés d'oxydoréduction de cette chaîne sont dues à des petits groupes tout autour qu'on appelle des groupes prosthétiques qui sont associés à certaines protéines. Alors, qu'est-ce qu'on appelle vraiment un groupe prosthétique? C'est tout simplement une molécule organique, non protéique, mais qui est elle-même maintenue dans une structure protéique et qui permet son bon fonctionnement comme un cofacteur. Ces groupes prosthétiques assurent les transferts d'électrons. Ce sont par exemple des M à atomes de cuivre, mais ce sont aussi les centres fer-soufre ou des flavines sous forme de FMN ou alors de FAD. Enfin, ça peut être aussi des cytochromes et l'ubiquinone. Il est à noter également que certaines protéines de la chaîne ont des propriétés de transporteurs de protons. On va y revenir plus en détail. Toutes les protéines ayant un groupe prosthétique s'assemblent et forment des complexes de masse moléculaire élevée. Ils sont spécialisés dans le transfert d'électrons. Alors voici de manière très simplifiée l'organisation d'un tel complexe. Vous voyez ici qu'un coenzyme 1 réduit peut s'oxyder et donc il se réalise un transfert d'électrons via le complexe qui l'achemine jusqu'à un nouveau coenzyme 2 qui devient réduit à son tour. En haut à gauche, vous avez la mitochondrie. En dessous, un zoom de nos membranes. La chaîne respiratoire se trouve au niveau de la membrane interne et comprend 4 complexes différents. On les nomme 1, 2, 3 et 4. Ils sont immobiles, volumineux et disposés asymétriquement dans la membrane. En plus de ces complexes, vous avez 2 composants, l'ubiquinone et le cytochrome C, qui sont tous les deux indépendants et mobiles. Si je reviens sur l'ubiquinone, c'est une molécule lipophile avec une longue chaîne hydrophobe capable de diffuser latéralement au sein de la membrane interne. Le cytochrome C, lui, évolue plutôt du côté de l'espace intermembranaire. C'est une petite protéine AM capable de subir oxydation et réduction et n'a pas de liaison avec l'oxygène. Regardons chaque complexe maintenant en détail. Complexe 1, appelé aussi le complexe NADH déshydrogénase. C'est le composant protéique le plus volumineux de la membrane interne, 850 kDa. Les principaux coenzymes sont les FMN et des centres fer-soufre. Il possède un site de liaison au NADH tourné vers la matrice. Il peut prendre en charge 2 électrons. La variation d'enthalpie libre standard de cette étape est d'environ moins 51 kJ par mol. C'est donc très exergonique et ça permet la translocation de 4 protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Pour ce complexe, il existe des inhibiteurs spécifiques, c'est-à-dire des bloqueurs. C'est le cas par exemple de la roténone. Les électrons sont bloqués au niveau du complexe 1 lorsqu'il y a cette roténone. Pour la petite histoire, c'est une molécule extraite de diverses plantes tropicales, il y en a de nombreuses, et par exemple, c'est extrait au niveau du Deris elliptica. C'est une légumineuse qui se développe en Amérique du Sud. C'est au niveau de ses racines que l'on peut extraire cette roténone, et les populations humaines l'utilisent de par ses propriétés en tant que poison. Vous avez compris pourquoi. Le complexe 2, c'est un complexe qui comprend la succinate déshydrogénase, une enzyme du cycle de Krebs. Il assure le transfert des électrons grâce à son coenzyme le FAD.
Il y a d'autres coenzymes, notamment des coenzymes à fer-soufre, avec du cytochrome B qui participe au transfert des électrons du FADH2 jusqu'à l'ubiquinone. Notre ubiquinone reçoit des électrons par le complexe 1, mais aussi par le complexe 2. Elle se retrouve réduite et forme de l'ubiquinol. Elle diffuse dans la membrane vers le complexe 3, où elle est à nouveau oxydée en ubiquinone. À cette étape, la variation d'enthalpie libre standard est d'environ moins 2,9 kJ par mol, donc ce n'est pas assez exergonique pour permettre un déplacement de protons. Le complexe 3, ou le complexe cytochrome BC1, est composé de coenzymes à cytochrome B, d'un centre fer-soufre, mais aussi d'un cytochrome C. Ce complexe accepte les électrons de l'ubiquinone réduite et les transfère au cytochrome C. La variation d'enthalpie libre standard de cette étape est d'environ de 37 kJ par mol. C'est exergonique et ça permet la translocation de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Ce complexe 3 fonctionne lui aussi comme une pompe à protons. Il existe un inhibiteur spécifique de ce complexe qu'on appelle l'antimycine A, qui est un composé chimique fabriqué par des bactéries du genre Streptomyces. Alors vous voyez sur l'image ici, ce sont des bactéries très filamenteuses. Le relais des électrons se fait par l'intermédiaire du cytochrome C, lié de façon faible à la face externe de la membrane mitochondriale interne. Et il se lie à la cytochrome oxydase du complexe 4. C'est une véritable navette pour les électrons. Le complexe 4, on parle aussi de complexe cytochrome C oxydase. Les coenzymes dans ce complexe sont des M à atomes de cuivre ainsi que des cytochromes A. Le complexe permet d'oxyder le cytochrome C, la navette qui vient d'arriver, et de réduire le dioxygène en eau. Ce dioxygène est l'accepteur final des électrons et l'eau constitue le produit final de la chaîne respiratoire. La variation d'enthalpie libre standard de cette étape est d'environ moins 112 kJ par mol. C'est très exergonique et ça permet la translocation également de protons. Il existe un inhibiteur spécifique pour ce complexe qu'on appelle le cyanure, un composé qui est formé par un atome de carbone lié par une triple liaison à un atome d'azote. Il existe d'ailleurs de nombreux dérivés. Ce sont des substances qui sont très toxiques, fabriquées par de nombreux organismes, comme par exemple les bactéries, certains champignons. On en trouve aussi dans les noyaux, par exemple de cerises ou d'abricots. Donc le cyanure se fixe sur les atomes de fer contenus dans ce complexe 4 et empêche son bon fonctionnement. Donc du coup, ça bloque la chaîne respiratoire. Allez, plaçons maintenant nos transporteurs d'électrons sur une échelle de potentiel redox et replaçons les principales variations d'enthalpie libre standard que nous avons vues ensemble dans cette vidéo. Alors vous voyez en haut du graphique que le NADH+ présente le plus bas potentiel redox. Il est aux alentours de moins 0,315 volts. Et en gros, pour simplifier et bien comprendre sa signification, c'est comme si ces électrons étaient en haut d'une colline énergétique et en allant rejoindre le dioxygène, ils passent d'un transporteur à un autre en transférant de l'énergie. Vous voyez que l'enthalpie libre est libérée de façon fractionnée tout le long de la chaîne de transport. De plus, certaines réactions d'oxydoréduction, réalisées au niveau des complexes 1, 3 et 4, libèrent assez d'énergie pour déplacer des protons à travers la membrane interne et constituer ce que l'on appelle un gradient transmembranaire de protons. Ces trois complexes enzymatiques fonctionnent donc comme des pompes à protons et couplent l'oxydation des NADH et FADH2 à la réalisation d'une différence transmembranaire de concentration en protons. Vous avez maintenant un gradient de protons. Voici représenter les charges de part et d'autre de la membrane interne. La différence de potentiel transmembranaire est d'environ 230 mV et la variation de pH est d'environ 1,5 entre la matrice et l'espace intermembranaire. Ainsi, la chaîne respiratoire assure un couplage chimio-osmotique. Mais n'oubliez pas que la membrane mitochondriale interne contient également un complexe, l'ATP synthase, qui catalyse l'oxydation phosphorylante de l'ADP en ATP en dissipant le gradient de protons. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Merci à tous d'être restés jusque-là. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à partager cette vidéo. N'oubliez pas le réseau Facebook, ni de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!